Bonsoir à tous, merci de nous accompagner pour ce dernier 19h de la semaine. Dans votre édition ce soir, nous reviendrons bien évidemment sur la suspension de la feuille de route France-Comores. Après des jours agités dans le département, le gouvernement a décidé de remettre le projet ultérieurement. Une annonce aujourd'hui saluée par la classe politique locale, mais une décision loin de faire l'unanimité et de rassurer la population. Le point au cours de cette édition. Et puis l'événement à suivre ce week-end, c'est le grand concert du Nyambazi Kapamandi, une manifestation pour la protection des tortues dans l'île au Lagon. Présentation de cette édition avec les membres de l'association Oulanga Nanyamba. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Et on débute cette édition par cette suspension du projet de feuille de route France-Comores. Le gouvernement a décidé hier de faire marche arrière à la suite de la rencontre des élus locaux avec la diplomatie française. Pour le 5e département, il s'agit d'une première manche remportée, mais le combat est loin d'être terminé pour la population. Bastien Sabouret. Même une feuille de papier est plus légère si on la porte à deux. Et en ce qui concerne la feuille de route, l'unité mahoraise l'a emportée hier en métropole. Paris a lâché du lest. Les élus mahorais ont été reçus à 16h par le ministère des Outre-mer. La feuille de route est différée et les élus mahorais seront désormais associés à cette instance. Elle a été suspendue. Je trouve que c'est une bonne chose, une très bonne chose même. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement a entendu les cris et la colère des Mahorais. La mobilisation des Mahorais a porté ses fruits. Mais maintenant, c'est une manche qui vient d'être gagnée. Il faut rester vigilant, restons attentifs et restons aussi mobilisés. Cette fameuse feuille de route dont personne ne connaît le contenu a été proposée, en tout cas sans que les élus mahorais soient consultés. Aujourd'hui, si elle est suspendue, je pense que la meilleure des choses, la prochaine fois, c'est d'associer les élus mahorais. Les élus mahorais qui, pour cette fois, ont su travailler ensemble dans l'intérêt supérieur de l'île, c'est ce que souhaite retenir le président du mouvement pour le développement de Mayotte. Ce qui est bien dans la négociation d'hier, c'est que nous avons vu des élus qui ont été ensemble, enfin unis pour Mayotte. La population s'est mobilisée et je dirais cette mobilisation a payé. C'est une petite victoire. Il faut que maintenant la population ne relâche pas la pression pour que enfin le gouvernement puisse nous entendre. Le collectif de Mayotte ne compte justement pas relâcher la pression. Il souhaite l'annulation pure et simple de cette feuille de route. On ne va pas abandonner. On sera toujours là et tout. En fait, tant qu'on n'aura pas d'écrit et tout par rapport à ce que les Mahorais veulent, on ne va pas bouger d'ici. Non! Nous, tout ce qu'on demande concernant l'immigration à Mayotte, c'est fait tout ce qu'on demande et tout, que ces personnes-là puissent avoir leur visa directement auprès du consulat français aux Comores. Comme ça, on leur donne les papiers qu'ils partent à Marseille. C'est chez eux à Marseille. Et comme ils ont dit eux-mêmes et tout, en fait, le gouvernement Macron, ils sont amis avec les Comores. Comme ça, ils vont cohabiter directement avec Macron. Ils n'ont pas besoin de venir ici. Le combat continue. Le collectif ne compte pas lâcher la pression. La semaine prochaine, leurs actions risquent même de se durcir s'ils n'obtiennent pas satisfaction. La grogne continue dans le département. Nous reviendrons dans quelques instants justement sur l'historique entre les deux territoires Mayotte et Comores. Mais d'abord en santé, la visite d'Agnès Buzyn à Mayotte approche à grands pas. Arrivée prévue lundi prochain pour la ministre des Solidarités et de la Santé. Un séjour éclair dans le département, 23 heures précisément, pour écouter et constater les maux d'un secteur bien malade. Des annonces sont attendues. En attendant, ce vendredi matin, c'est la conseillère chargée de l'Outre-mer auprès de la ministre qui recueillait les doléances de l'ensemble des professionnels de santé. Le point dans ce reportage.
Soigner les maux d'un secteur plus que malade, voilà l'objet de la rencontre entre l'intersyndicale du centre hospitalier de Mayotte et la conseillère de la ministre de la Santé. À la veille de l'arrivée d'Agnès Buzyn à Mayotte, les doléances du personnel médical ont de nouveau été posées sur la table. J'ai senti qu'il y avait vraiment une grosse demande, une grosse attente de dialogue. Ça s'est passé vraiment dans un très très bon climat, sympathique, vraiment je le dis, agréable. Voilà, ils m'ont vraiment parlé sincèrement, moi aussi on a échangé. Je suis vraiment très très satisfaite de cette première échange. Mayotte, c'est la priorité au niveau des départements ultramarins pour Madame la Ministre et pour le gouvernement. On a bien pointé du doigt ce département qui est en grande demande, qui a des besoins. Donc là-dessus, il y a des projets qui sont en cours. Madame la Ministre viendra bien évidemment faire des annonces. Une table ronde où 11 points de revendication ont été abordés, primes de surcharge, prise en compte de l'ancienneté ou bien encore l'extension et construction d'établissements hospitaliers afin de désengorger un hôpital de Mamoudzou saturé. Les organisations syndicales attendent désormais des actes forts de la part du gouvernement. Il y a quand même plus de conscience et elle nous a rassuré que la préoccupation de CHM est aussi connue au niveau du ministère. On attend surtout qu'il y ait un retour rapide sur les différentes discussions qu'on a eues, des actes là-dessus et des mesures chiffrées et surtout avec un calendrier plus précis afin de savoir si on peut garder espoir sur les orientations qui arrivent. La ministre de la Santé Agnès Buzyn se s'est d'ores et déjà attendue dans le département en début de semaine. De son côté, l'intersyndicale a décidé de maintenir son préavis de grève prévu pour lundi prochain. Demain soir, le restaurant Le Sympa de Pamandzi accueille la deuxième édition du Niam Basique. Au menu, de nombreux artistes mobilisés pour l'environnement et la protection des tortues dans le département. Bonsoir Geneviève Gondor et David Moussadi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce 19h, un grand concert demain à Pamandzi. Quel est le programme? Alors, on a 6 artistes qui viennent nous voir. Donc, on a la chorale de Pamandzi, on a le Baina de Kaweni, on a le mouvement style de Pamandzi, on a Saou Tikali, on a aussi Africa Music. L'orchestre, donc c'est pas un groupe mais c'est un orchestre, donc Africa Music. Donc ce sont des Congolais, comme en fait vous le savez qu'au Congo, donc tout le monde est musicien. Alors en fait on est ici à Mayotte et on s'est dit donc au lieu de rester comme ça sans rien faire, alors on a repris notre culture, la musique. Et là bon. Comme Oulanga, Nanyamba, c'est une association qui protège les tortues. Justement, quel est l'objectif de ce grand concert? Alors, nous aussi, on s'est dit, voilà, il faut que vraiment qu'on se mobilise pour jouer là-bas. En fait, quand nous, on va jouer, il y aura en fait, du monde qui vont venir et vont payer les billets. Et c'est l'argent là vont aider, en fait, va entrer dans la caisse de la sauce. Exactement, oui. Tout l'argent qu'on va récolter va nous servir pour faire des actions de sensibilisation. C'est une des grosses actions qu'on fait dans cette association. Et ça nous sert aussi à faire, par exemple, des nettoyages de plage avec des élèves ou des associations aussi. Alors, David nous a dit cette cause, la protection des tortues, ça vous tenait à cœur, c'est pour ça que... En tout cas, bon, moi-même quand je vois des photos sur Facebook, les braqueurs, on dit les braconniers. Le braconnier, en tout cas, ça me fait vraiment du mal. Et quand en fait, le président de la SOS m'a parlé, David, j'aimerais bien que ton groupe, ton orchestre, puisse participer donc, dans les concerts là. En tout cas, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je dis, ok, bon, moi, j'ai pas les moyens de contribuer. Le seul moyen que je peux faire, c'est travailler bénévolement, faire des répétitions gratuites sans être payé et essayer de mobiliser mes amis James, Mavinga et les autres, d'aller travailler bénévolement sans être rémunéré. Donc payer nos taxis dans nos poches parce que nous on vient des grandes terres et donc aller là-bas au concert pour jouer bénévolement. Oui, on est content d'avoir des artistes engagés. Un engagement pour une belle cause, effectivement. Geneviève Gondor, David Moussadi parlait de braconnage. Est-ce que c'est un comportement encore très présent à Mayotte? Alors à Mayotte, le braconnage ne s'arrête pas. On est à peu près entre 300 et 400 tortues braconnées par an, donc ce qui est énorme par rapport à la population de tortues qui viennent à Mayotte. Et les chiffres ne diminuent pas malheureusement. Et quelles sont vos actions justement pour lutter contre ce fléau?
Alors nous, on axe vachement notre action sur de la sensibilisation dans les écoles. On fait beaucoup de sensibilisation sur les jeunes parce qu'on estime que du coup c'est une action à long terme qui portera ses fruits un peu plus tard. Mais on fait aussi des actions des nuits de dissuasion. On va recommencer ça bientôt, voilà. Est-ce que l'urgence est grande aujourd'hui? Eh bien écoutez, on a 2 espèces de tortues qui viennent à Mayotte et une espèce, la tortue imbriquée par exemple, qui est vraiment en voie d'extinction. Ça a été classé comme ça. Donc oui, effectivement, là, il y a un problème avec le braconnage. Il y aura de moins en moins de tortues. Et on sait qu'à terme, il risque de plus en avoir à Mayotte. David Moussadi, tous les bénéfices de ce concert seront reversés au projet associatif, justement. Ouais. Vous faites que de la musique pour accompagner ces associations? Alors, en fait, vous êtes également sur le terrain, comme on dit. En fait, comme nous, on est des musiciens, il y a des chanteurs, des guitaristes comme moi, guitaristes chanteurs. En fait, j'ai pas un autre moyen, en fait, de mes compétences, une compétence pour me mettre, en fait, au terrain. Alors, c'est que moi, je me suis dit non, il n'y a pas un autre moyen en fait. Il faut que j'ai fait ça pour chanter, donc pour faire la pub de ma part, que les gens viennent, donc ils paient les billets. C'est le seul moyen de ma contribution envers la sauce. C'est déjà super pour nous. Oui. Ouais. Comment vous avez fait justement pour convaincre ces artistes de s'engager justement dans cette démarche? Alors, on a un président génial, un président qui a beaucoup de relations, donc voilà, il a récolté pas mal d'artistes. Alors justement, il y aura David Moussadi, il y aura qui d'autre encore comme prévu comme artiste? On va avoir... On a Areti Bako, il me semble. Oui, on a Saouti Kali, on va aussi avoir Baina de Kaweni. Enfin, je les ai déjà cités tout à l'heure, on va avoir plusieurs personnes qui viendront. C'est une grande fête, vous espérez qu'il y aura du monde justement? Écoutez, l'année dernière, ça a vraiment bien marché. On a fait à peu près 400 entrées. Donc on attend beaucoup de monde aussi cette année. On a fait pas mal de pubs, on espère qu'ils seront nombreux. Alors ça débute à quelle heure le concert? Alors c'est 20h. Rappelez-moi au Sympa à Pamandzi. Demain, rendez-vous au Sympa à Pamandzi. Merci d'être passé par cette 19h. En tout cas, merci à vous de nous avoir invités au gîte des poésies. Ouais. Merci à vous d'avoir accepté également notre invitation. Merci. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce vendredi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. On va y revenir dans quelques instants. Si on passait encore du temps ensemble, messieurs, dames, pourquoi pas. Alors, représentez-nous le concert. Alors, demain, un grand concert pour la protection des espèces marines, notamment les tortues et l'environnement. Voilà, alors, exactement. Nous, on a une action sensibilisée principalement sur les tortues, mais l'association porte le nom Oulanga aussi, ce qui signifie environnement. Donc on fait aussi pas mal d'actions sur l'environnement. On fait des nettoyages de plage par exemple. Et je rappelle que l'entrée c'est 10 €. 10 €, c'est entendu. Ça nous fera beaucoup de monde à l'occasion de ce concert. Merci encore. Okay. Là, c'est bon, il me semble que du côté de la régie, c'est terminé. Merci encore de passer par ce plateau. État des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a dévoilé le projet de budget de la mission Outre-mer. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques présentée mercredi en Conseil des ministres et qui prévoit un déficit ramené à 2,6% du produit intérieur brut en 2018 et proche de 0 en 2022. 2 milliards d'euros seront ainsi alloués aux territoires ultramarins dans le cadre de ce programme, dans des domaines tels que le développement territorial, l'emploi ou encore le soutien aux politiques de la jeunesse. Ce chiffre de 2 milliards représente une progression globale de plus 4,4% par rapport à l'année 2017. Selon Tableau, Mayotte se fond dans la masse de ce projet, alors même qu'elle a besoin plus que tout autre de bénéficier de cette mission Outre-mer. Un exemple le démontre parfaitement. Concernant le besoin de construction scolaire, le projet cite la Guyane en exemple, alors qu'il manque à Mayotte plus de 600 salles de classe. Mercredi, les syndicats FO et CGTMA accusaient le délégataire du port d'avoir maquillé des licenciements en les faisant passer pour des départs à la retraite. En réponse, MCG assure avoir agi conformément à la Convention collective nationale unifiée des dockers et des grutiers du port. S'agissant de la mise en retraite des dockers et des grutiers, l'âge légal requis en l'espèce serait de 59 ans pour les agents ayant effectué 18 années successives et 60 ans pour les agents ayant effectué 15 années successives. Selon MCG, cette décision de mise en retraite de certains agents remplissant ces conditions n'a rien d'arbitraire. Elle répond parfaitement à l'application de la Convention collective nationale unifiée et de la réglementation en vigueur afin de garantir un fonctionnement normal et de sécuriser les activités au port.
Pas sûr que cette réponse satisfasse les syndicats qui doivent déposer un préavis de grève à compter du 16 octobre prochain. Dans le cadre de la campagne de pêche à la légine allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, le préfet des terres australes et antarctiques françaises a fixé un total admissible de capture de 6150 tonnes de légine, réparties en 5050 tonnes dans la zone économique exclusive de Kerguelen et 1100 tonnes dans celle de Crozet. Ce TAC est inférieur de 3% à celui de l'exercice précédent, une baisse qui s'explique par la menace pesant sur la ressource du fait de la forte déprédation exercée par les espèces environnantes telles que les orques et autres cachalots. Le 30 août 2017, le préfet avait arrêté une première allocation de quotas afin de ne pas retarder le début de la pêche pratiquée dès le 1er septembre. Aujourd'hui, par ce second arrêté, les terres australes et antarctiques françaises répartissent les quotas restant à distribuer pour la campagne de pêche à la légine 2017-2018. Revenons, comme annoncé précédemment, sur l'affaire France-Comores et cette feuille de route qui aura donc eu le don de raviver des tensions vieilles de 40 ans entre les deux territoires. Depuis l'indépendance des Comores, les hommes politiques des îles de la Lune ne cessent de revendiquer l'appartenance de Mayotte à leur État. Un imbroglio politique plus que juridique, comme ne cesse de le rappeler le maître de conférence en droit public, Tomam Saïdié. Pour le juriste, si l'ONU n'a jamais reconnu ouvertement Mayotte française, au regard du droit international, l'appartenance de l'île à la République ne laisse aucun doute. Les précisions avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Ce panneau situé dans la capitale de l'Union des Comores résume l'éternelle position du pays voisin. Depuis le début du processus d'indépendance, la même rengaine revient inlassablement. Mais pour le maître de conférence en droit public, Tomam Saïdié, elle ne possède aucune valeur juridique. De 1841 à 1946, l'Union de Comores n'a jamais existé en tant qu'entité administrative ou juridique. D'accord. Elle n'a jamais existé, n'a connu aucune existence, alors que Mayotte et ses territoires étaient sous la souveraineté française. D'ailleurs, un texte, une loi de 1912, avait attribué le statut de colonie à l'ensemble de l'archipel de Comores, et tous les territoires composant l'archipel de Comores constituent une dépendance de Mayotte. Ça veut dire que ces territoires relevaient en quelque sorte juridiquement de Mayotte. D'accord. Et en 1946, un texte d'une portée minorée, puisque c'est un texte à valeur infra-législative, un décret, a décidé justement de créer le territoire de Comores en qualité d'unité, en tant qu'unité ou plutôt entité administrative. Et attention, territoire de Comores n'a aucune consistance juridique. C'est des mots qui n'ont qu'une portée géographique. En clair, cette fameuse question du retour de Mayotte n'est qu'une vue de l'esprit, l'île n'ayant jamais été comorienne au sens juridique du terme. Pour justifier leur velléité, les représentants politiques du pays voisin ne cessent donc de s'appuyer sur une résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, une résolution n'ayant pourtant aucune portée contraignante en droit international et encore moins en droit interne. Le texte sur le fondement duquel la France s'est appuyée pour permettre aux Comores d'accéder à la pleine souveraineté internationale, c'est l'article 53. Et l'article 53 oblige la France à consulter les populations des territoires intéressés, les populations au pluriel. Alors, donc voilà, et la France s'est livrée à cet exercice, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, c'est vrai que je n'étais pas né, mais il me semble que la France a bel et bien consulté les populations au pluriel. Je ne sais pas si les autorités comoriennes ont conscience de cela, mais ils se sont contentés de faire un copier-coller de l'article 55, et on retrouve les mêmes dispositions dans leur constitution à travers l'article 10. Ça veut dire que même en droit comorien, droit constitutionnel des Comores, les résolutions de l'ONU ne sont absolument pas reconnues. Au regard du droit international et du droit interne des deux pays, cette question de Mayotte comorienne n'a pas de sens. Elle n'est ni plus ni moins qu'un argument de campagne utilisé par tous les hommes politiques comoriens pour se faire élire. Le mot Mayotte aux Comores emporte des effets fédérateurs, mais aussi des effets anesthésiants. On oublie tout d'un coup toutes les difficultés auxquelles l'État est confronté. Ça peut être des problèmes dramatiques incroyables. On s'en préoccupe pas. Il faut faire front commun, tous défendre
Mayotte. Alors c'est un argument qui consiste surtout à haranguer la population, notamment à l'approche des élections présidentielles. Celui qui ne met pas dans son programme l'intégration de Mayotte aux Comores, il est sûr de ne pas remporter les élections. Donc je pense que pendant encore des siècles, nos enfants, nos petits-enfants vont encore entendre parler de cela. Mais rassurez-vous, si je peux rassurer les Mahorais, en réalité, ce qui est rassurant, c'est de savoir que Mayotte est inscrite dans la Constitution, mais surtout qu'il y a des articles qui verrouille cette appartenance de manière définitive, de sorte que Mayotte ne peut cesser d'appartenir à la France sans la révision de la Constitution éventuellement, mais surtout sans le consentement de la population. L'île de Mayotte est française, et quoi qu'en dise le pays voisin, elle ne peut cesser de l'être qu'avec le consentement de la population qui la compose. Au chapitre social, la Diète tenait ce vendredi une conférence de presse sur la mise en place d'une nouvelle formation, un apprentissage dont vont bénéficier les partenaires sociaux locaux, une initiation de 2 ans sur le code du travail. L'objectif est simple, avoir une bonne compréhension et une meilleure utilisation du droit du travail, mais également accompagner les acteurs concernés par le dialogue social. Amina Ariti et Leslie Vimenet. Sensibiliser et accompagner les partenaires sociaux et acteurs socio-économiques amenés à prendre part au dialogue social, c'est tout l'objet de cette session de formation initiée durant les 2 ans à venir par la DIECT avec l'appui et l'expertise de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. On écoute à ce titre Véronique Martine, chargée d'animation du dialogue social à la DIECT de Mayotte. Cette session nous permettra d'approfondir différents aspects par l'observation de l'expérience de pratiques de dialogue social dans d'autres départements, puisque nous avons 3 voyages hors Mayotte, et aussi d'apprendre les processus, les méthodes, les techniques de dialogue social, parce qu'il y a effectivement des méthodes qui sont pratiquées pour parvenir à un dialogue social qui donne des résultats. Ont ainsi été associés à la démarche 3 collèges de 6 personnes répartis comme suit. Des représentants des employeurs, des représentants des salariés et enfin des représentants d'établissements publics et parapublics. À cela s'ajoutent des personnalités qualifiées représentant la société mahoraise ainsi qu'une équipe projet constituée de 4 personnes. Durant les 2 ans à venir, tous vont travailler ensemble sur les 5 modules qui composent la formation et dont le premier débute dès la semaine prochaine. Toute la semaine prochaine, nous serons à Lyon pour le premier module qui consiste à voir un petit peu toute la construction des textes au niveau de la Constitution, des lois, des règlements, pour arriver au Code du travail, convention collective, savoir tout l'environnement du processus d'élaboration des textes. À partir du 1er janvier 2018, le paysage social va ainsi prendre un nouveau tournant. Un tournant que le 101e département ne devrait pas avoir de mal à emprunter si chacun s'engage à jouer le jeu. Les mois à venir seront donc cruciaux car ils permettront de vérifier l'état d'avancement des travaux. Des travaux qui, on le rappelle, sont financés par le ministère des Outre-mer, le ministère du Travail, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et Opcalia, et ce pour un coût total d'environ 240 000 €. Vendredi, fin de semaine, et que retenir de l'actualité de ces 5 derniers jours? La réponse avec le rédacteur en chef de Kwezi TV du JTM de Kwezi. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Quel est le menu ce soir? Alors au menu, bien entendu, il y a cette mobilisation massive contre la feuille de route. La feuille de route, mais aussi finalement un sujet qui revient sur le devant de la scène, un sujet latent. C'est cette histoire de reconnaissance de Mayotte française de la part de l'État comorien. On l'a vu avec Thomas Msaïdié. Et puis la grève au conseil départemental également qui a marqué l'actualité toute cette semaine. Je vous propose de regarder un florilège de réactions en rapport avec ces sujets. Ça me fait plaisir, au moins qu'on nous a entendus, on les a sortis dehors. Alors je peux affirmer aujourd'hui, ce n'est que des moutons et on n'en a rien à foutre et de toute façon on reviendra. Ils ont pris toutes nos terres, ils nous volent, ils nous ont pris nos trottoirs. Et la France nous fait du mal, qui est indigne. C'est la France qui est indigne. Tu comprends? Et je le répète,
que ces Comoriens-là nous disaient qu'il vaut mieux manger du manioc amer dans la liberté que de manger du pain béret dans l'esclavage. Aujourd'hui, il vient nous prendre nos petites pains. Celui qui ne met pas dans son programme l'intégration de Mayotte aux Comores, il est sûr de ne pas remporter les élections. Donc, je pense que pendant encore des siècles, nos enfants, nos petits-enfants vont encore entendre parler de cela. Mais rassurez-vous, si je peux rassurer les Mahorais, Mayotte est inscrite dans la Constitution, mais surtout qu'il y a des articles qui verrouille cette appartenance de manière définitive, de sorte que Mayotte ne peut cesser d'appartenir à la France sans la révision de la Constitution éventuellement, mais surtout sans le consentement de la population. Ils ont entendu et ils ont accepté de revoir cette délibération. C'est un soulagement pour nous. On a échangé dans le respect et au bout du compte, on a pu avoir une issue à cette grève qui commençait déjà à peser sur l'ensemble de Mayotte. Pierre, on débute par cette feuille de route France-Comores. La population aura eu raison du gouvernement. Elle a retiré, voire suspendu cette feuille de route. Oui, raison, je ne sais pas si c'est le mot employé parce qu'il faut quand même être très prudent. La feuille de route est différée. Maintenant, la feuille de route reste d'actualité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu encore de la mobilisation et qu'il risque dès la semaine prochaine d'avoir encore énormément de mobilisation. Parce que finalement, cette feuille de route, elle a ravivé des tensions vieilles de plus de 40 ans. Des tensions qui étaient latentes finalement dans la société, à Mayotte, aux Comores, et qui sur le territoire se manifestent aujourd'hui par ces grands rassemblements, mais aussi par des tensions communautaires. On le voit notamment sur les réseaux sociaux, où vraiment on a une guerre des mots avec forcément cette question du statut de Mayotte. Est-ce une surprise de la part du gouvernement de faire marche arrière? Hier encore dans ce plateau, on en doutait. Oui, effectivement. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester prudent sur cette marche arrière, car effectivement, ce n'est pas une marche arrière. Ils veulent appliquer cette feuille de route. Maintenant, je pense qu'il y aura des modifications qui seront faites. En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer. C'est ce qu'espèrent les élus. C'est ce qu'espère la population, même si certains veulent la supprimer et puis peut-être repartir sur autre chose. En tout cas, voilà, il va y avoir les assises. Il va y avoir des rencontres qui vont se faire. La bonne nouvelle, effectivement, c'est que les élus mahorais seront enfin à la table des négociations, ce qui n'était pas le cas et c'était déjà une aberration. Maintenant, comme on le disait, il y a aussi cette question du statut de Mayotte et de cette non-reconnaissance de Mayotte française. Finalement, si les Comores acceptent de se mettre autour de la table, ça sera une reconnaissance de Mayotte française. Aujourd'hui, justement, on nous assure que Mayotte appartient bien à la France et cela vient d'un juriste, Thomas Msaïdié. Oui, mais on n'en doutait pas. Hein. Les seuls qui en doutent et qui remettent en question, ce sont les hommes politiques comoriens. Et encore une fois, il faut aussi le répéter. Ce sont eux qui parlent de cette question. Ils sont les seuls à en parler, parce que il n'y a pas de sujet en réalité. Comme l'a dit Thomas Msaïdié, l'Union des Comores en tant que telle, l'État comorien est né après cette indépendance. Et Mayotte est restée française. Donc finalement, c'est un non-sujet qui effectivement permet à cette caste qui s'est créée, parce que c'est aussi ça qu'il faut souligner, c'est qu'une véritable caste s'est créée grâce à l'indépendance et grâce à la création de cet État. Une caste qui se reproduit au fur et à mesure, qui, on va dire, gouverne, avec une population qui ne bénéficie absolument pas de cette indépendance. Ils sont les seuls à en bénéficier. Ils sont les seuls aussi à revendiquer Mayotte. Ils s'en servent parce qu'ils font croire que si Mayotte était comorienne, ça changerait quelque chose. Or, ça ne changerait absolument rien, car si ces personnes viennent à Mayotte, c'est parce que Mayotte est française. Donc finalement, c'est un faux débat qui est alimenté par les hommes politiques. Effectivement, c'est de la démagogie. Ils s'appuient là-dessus aux Comores pour se faire élire cette question. Et puis comme ça, on oublie aussi les problèmes, on oublie la corruption et tout ce qui se passe dans ce pays. Donc voilà, finalement, on n'avance pas. Je pense qu'à Mayotte, il ne faut pas se concentrer là-dessus. Mayotte est française, la Constitution le dit. Et comme l'a expliqué Thomas Msaïdié, pour revenir là-dessus, il faudrait le consentement du peuple mahorais. Dernière actualité marquante cette semaine, Pierre, c'est la reprise justement du travail des agents du conseil départemental après 3 semaines de conflit avec la direction. Oui, ça a été un conflit qui a été dur, un énième conflit au sein de cette institution, parce que on le sait, ce n'est pas la première fois, c'est aussi des problématiques qui reviennent, les régimes indemnitaires, la question de la reconstitution des carrières. Aujourd'hui, c'est résolu. Maintenant, je pense que ce qu'il faut regarder et se projeter, c'est est-ce que
ce protocole va être respecté, parce que ça faisait partie aussi des revendications, respecter les anciens protocoles qui ont été signés ces dernières années et qui n'ont jamais été respectés. Et puis, à savoir si ce régime indemnitaire qui doit être voté et qui doit être mis en place pour 2018 et 2019 satisfera, si les promesses seront tenues tout simplement, sans quoi on risque une nouvelle fois de repartir à zéro. C'est ce qu'on fait sans cesse au sein de cette institution. Voilà pour les moments marquants de l'actualité locale cette semaine. Merci Pierre. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce vendredi. Retour de l'information dès lundi 6h avec le trio de la matinale pour un décryptage de l'actualité. Et puis à 19h, c'est le grand retour d'Amina Areti pour vous servir l'actualité locale. Au plaisir, très bonne soirée à tous et à bientôt.